Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure qui a littéralement changé notre façon de voir le passé. Un homme qui a transformé un échec personnel retentissant en une œuvre qui, encore maintenant, résonne dans les plus hautes sphères du pouvoir. Cet homme, c'est Thucydide, l'historien athénien. Pour commencer, mettons-nous tout de suite dans l'ambiance avec cette citation. Elle est brutale, n'est-ce pas? Presque cynique, mais elle nous plonge directement au cœur de la pensée de Thucydide, une analyse froide, lucide, des rapports de force, qui met de côté toute considération morale. On est là dans le réalisme politique à l'état pur. Alors, pour bien cerner le personnage et l'importance de son héritage, voilà le chemin qu'on va suivre. On partira du contexte intellectuel de son époque, qui était en pleine ébullition. On découvrira ensuite l'homme derrière l'historien, avant de voir comment son plus grand échec a paradoxalement donné naissance à sa méthode et à son œuvre immortelle. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour saisir le génie de Thucydide, il faut d'abord comprendre le monde qu'il a vu naître. On parle de l'Athènes du siècle de Périclès. C'est une cité qui bouillonne, intellectuellement parlant. Ce qui est absolument fascinant à cette période, c'est le grand basculement du mythos au logos. Avant, pour expliquer les grands événements, la guerre de Troie par exemple, on se tournait vers les mythes, vers la volonté des dieux comme chez Homère. Mais à l'époque de Thucydide, une vraie révolution de la pensée est en marche. On commence à chercher des causes humaines, rationnelles, des preuves. C'est la naissance de ce que les Grecs appelaient l'épistémé, la connaissance scientifique. Et Thucydide va être l'un des pionniers de cette approche dans le domaine de l'histoire. Mais alors, qui était cet homme avant de devenir une référence intellectuelle? Parce que bien sûr, il n'est pas né historien. C'était avant tout un membre très influent de l'élite d'Athènes. Il naît aux alentours de 460 avant notre ère, dans le gratin de l'aristocratie athénienne. Son nom de famille, Oloros, révèle des origines thraces et surtout une fortune considérable. On parle de mine d'or familiale, ce qui lui a non seulement garanti la meilleure éducation possible, mais aussi une indépendance financière totale pour le reste de ses jours. C'est donc un pur produit de cette Athènes triomphante, à la fois démocratique et impérialiste. Une cité qui rayonne sur le monde grec, mais dont la puissance commence à sérieusement inquiéter ses voisins. Et au premier rang de ses voisins, bien sûr, il y a la grande rivale, Sparte. Le décor de son futur chef-d'œuvre est déjà planté. Et c'est là que tout va basculer. Un revers militaire va anéantir sa carrière politique et militaire. Mais, et c'est tout le paradoxe, c'est précisément cet échec qui va rendre possible la naissance de son chef-d'œuvre. Imaginez la scène. On est en 424. Thucydide a environ 36 ans et il est au sommet. Il est élu stratège, ce qui est l'un des postes les plus prestigieux, mêlant pouvoir militaire et influence politique. Sa mission, sécuriser les intérêts athéniens dans la région de la Thrace. Mais le problème, c'est que le redoutable général spartiate, Brasidas, lance une offensive surprise et s'empare de la colonie clé d'Amphipolis. Thucydide, qui était stationné non loin avec sa flotte, arrive trop tard pour sauver la ville. Pour Athènes, c'est un véritable désastre stratégique. La sanction tombe, immédiate et implacable, 20 ans d'exil. C'est une humiliation terrible, la fin brutale de sa carrière publique. Mais c'est aussi, et c'est absolument crucial de le comprendre, le véritable point de départ de sa vie d'historien. Cet exil, loin d'être une simple punition, va devenir son plus grand atout. En étant banni d'Athènes, il est libre. Libre de voyager partout en Grèce, y compris sur les territoires ennemis. Il peut interroger des Spartiates, des Corinthiens, des Thébains. Il obtient une vision d'ensemble du conflit, une perspective à 360 degrés, chose totalement impossible pour un citoyen resté cloîtré à Athènes. Son échec personnel lui a offert une opportunité intellectuelle inestimable. L'exil lui a donc donné deux choses essentielles, le temps et la matière première. Mais là où son génie éclate véritablement, c'est dans la manière dont il va traiter cette matière. Il va initier une véritable révolution méthodologique. Cette phrase, à elle seule, résume tout. C'est la fin des on-dit, des légendes et des rumeurs. Thucydide est obsédé par l'exactitude. Il se méfie même de ses propres souvenirs, car il sait très bien que nos impressions, nos biais, peuvent altérer la vérité. On peut vraiment décomposer sa méthode en 4 grands piliers. Premièrement, il met les dieux de côté. Pour lui, les causes des événements sont humaines. Point final. Deuxièmement, il croise systématiquement ses sources. Il sait que 2 témoins d'une même bataille ne la raconteront jamais de la même façon. Troisièmement, il vise l'impartialité, même si c'est un idéal difficile à atteindre. Enfin, et ça c'est absolument fondamental chez lui, il ne s'arrête pas aux causes superficielles. Il cherche les causes profondes, les fameuses peurs, honneurs et intérêts qui, selon lui, sont les véritables moteurs des actions des hommes et des cités. Et tout ce travail monumental, ça donne son unique et grande œuvre, l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Mais attention,
Il ne faut surtout pas voir ça comme un simple récit de bataille. Ce qui est incroyable, c'est que Thucydide avait une conscience aiguë de ce qu'il était en train de faire. Il ne cherchait pas à plaire ou à divertir ses contemporains, comme il le reprochait un peu à son prédécesseur Hérodote. Non, son ambition était de léguer une analyse intemporelle des mécanismes du pouvoir. Un trésor pour l'éternité, comme il l'écrit lui-même. Son livre est donc bien plus que de l'histoire. C'est un véritable traité de sciences politiques, une plongée dans la psychologie des foules, une étude sur la façon dont les individus et les sociétés réagissent dans des situations extrêmes. On pense notamment aux pages terrifiantes qu'il consacre à la peste d'Athènes, qu'il a lui-même contractée et dont il a survécu. Et pour voir à quel point il est toujours d'actualité, il y a un exemple parfait, ce qu'on appelle aujourd'hui le piège de Thucydide. C'est un concept qui a été forgé par des politologues modernes, mais qui se base entièrement sur son analyse de la rivalité entre Athènes et Sparte. Et aujourd'hui, on l'utilise constamment pour analyser les grandes tensions géopolitiques, et notamment la rivalité entre les États-Unis, la puissance établie, et la Chine, la puissance montante. La peur que ressent la première face à l'ascension de la seconde crée une situation explosive, exactement comme Thucydide l'avait décrit il y a 2500 ans. Bon, attention, Thucydide est un génie, c'est indéniable, mais ce n'est pas un génie parfait. Pour avoir une vision juste et complète, il faut aussi être conscient des limites et des critiques que l'on peut formuler à l'encontre de son œuvre. D'un côté, on a des forces extraordinaires, sa rigueur, sa profondeur d'analyse. Mais de l'autre, il faut être honnête, il y a aussi des faiblesses. Son style, d'abord, est connu pour être très dense, parfois difficile à lire. Ces fameux discours, qui sont des moments clés du récit, ne sont pas des retranscriptions mot pour mot, mais des reconstructions de ce qui, selon lui, aurait dû être dit. Et puis, bien sûr, il y a la plus grande frustration, l'œuvre est inachevée. Elle s'arrête brutalement en 411, 7 ans avant la fin de la guerre. Mais voilà, même avec ses imperfections, son héritage est juste colossal. C'est un autre historien, Xénophon, qui prendra la suite de son récit. Des siècles plus tard, des philosophes comme Thomas Hobbes le traduiront et s'en inspireront pour penser la nature du pouvoir. Et aujourd'hui, il reste une lecture absolument fondamentale pour quiconque étudie la stratégie, la science politique ou les relations internationales. Et au final, c'est peut-être ça le plus fou dans toute cette histoire. L'homme qui a échoué à sauver une cité a en fait réussi à léguer au monde entier un outil pour penser la guerre et le pouvoir. Un outil d'une lucidité implacable, qui n'a presque pas pris une ride en 2 millénaires et demi. Thucydide, lui, pensait que la nature humaine étant ce qu'elle est, constante, l'avenir ressemblerait forcément au passé. Son œuvre était donc une sorte d'avertissement. La grande question qu'il nous pose, et qui reste entière aujourd'hui, est donc la suivante. Avons-nous enfin appris de ces leçons, ou sommes-nous toujours prisonniers des mêmes dynamiques de peur, d'honneur et d'intérêt ? C'est sur cette interrogation que l'on va se quitter.